Nguyen dans l'ouverture. Dès qu'elle franchit le seuil, l'illusion se brisa. L'odeur de la bruine et du charbon disparut, remplacée par l'air sec et climatise des archives. Le son des conversations s'estompa, remplacé par le bourdonnement du ventilateur. Elle se retrouva dans le couloir moderne du sous-sol de 2024, le chêne antique de la porte 7 projetant une lueur étrange sur le béton gris. Elle se précipita vers le fond du couloir. Le coffre-fort des cartes était à quelques pas. Nguyen savait que dans son présent, ce registre n'existait pas. Les archives historiques mentionnaient sa perte, un mystère survenu pendant le Grand Transfert de 1954. C'était l'occasion de toute une vie pour une archiviste. Elle se glissa derrière le coffre-fort. Là, dans l'ombre, Nguyen vit une petite tablette de bois. Dessus, un livre de contes en cuir marron, épais, avec un dos use. Elle le reconnut immédiatement, c'était le registre des manuscrits indo-chinois, dont on disait qu'il contenait la liste de trésors perdus. Elle prit le registre. Il était étonnamment lourd. Au même moment, elle entendit un bruit sourd et inquiétant. Elle se retourna. Le cercle de laiton du badge de Lotus commençait à se rétracter de la serrure. La lumière verte clignotait frantiquement. La porte 7, qui était là il y a quelques secondes, commençait à s'intégrer au mur, se transformant à nouveau en un magma de béton gris. « Non !» s'écria Nguyen. Elle courut vers la porte. Juste avant qu'elle ne se referme, elle aperçut M. Luong de l'autre côte. Il regardait l'entrée d'un air de plus en plus confus, comme si sa mémoire de leur conversation commençait déjà à s'effacer. Il ne la voyait plus. Il regardait un mur. Nguyen se jeta à travers le passage. L'air vibra autour d'elle, un vent étrange fait d'électricité statique et de poussière. Elle atterrit maladroitement sur le sol du sous-sol de 2024, le registre du passe serre contre sa poitrine. Un instant plus tard, le bruit s'arrêta. La porte 7 avait disparu. Il ne restait plus qu'un mur de béton gris et froid, avec les mêmes micro-fissures qu'avant. Seul un grain de poussière étranger, sentant le charbon et muni de la pluie, était tombé sur le sol de son époque, juste à l'endroit où elle était tombée. Nguyen se releva, haletante, le cœur battant. Elle était de retour. Le temps était 19h10. Elle avait passé moins de 10 minutes à l'autre époque. Elle regarda le livre dans ses mains. Le cuir était use, les pages jaunies. Il était réel. Un artefact du passe, ramené dans le présent. Un livre qui n'aurait jamais dû exister dans sa ligne temporelle. « J'ai réussi », murmura-t-elle, une vague d'adrénaline la submergeant. Puis, une nouvelle pensée la frappa, glaciale, le badge. Elle se souvint d'avoir inséré le badge en lotus dans la serrure. Elle chercha la serrure. Elle chercha le badge. Il n'y avait pas de serrure. Et le badge n'était plus sur sa veste. Il était reste de l'autre côte. Nguyen n'avait plus le moyen d'ouvrir la porte. Et si la porte n'apparaissait qu'une seule fois? Et si le badge était la seule clé, désormais perdue dans le Hanoï de 1954? Elle regarda l'heure. Il était 19h12. Dans 48 minutes, elle devait quitter la bibliothèque, car les lumières s'éteindraient automatiquement. Elle était revenue avec un trésor, mais elle avait peut-être perdu l'accès à son secret pour toujours. Les jours suivants s'écoulèrent avec une régularité presque ironique. Nguyen retrouvait chaque matin la Bibliothèque nationale comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Les lecteurs entraient, demandaient des ouvrages, chuchotaient des questions simples, parfois naïves, parfois profondes. Le monde continuait, imperturbable. Et pourtant, Nguyen savait que quelque chose avait changé. Pas dans les murs. Pas dans les livres. Mais dans la manière dont elle écoutait le silence. Avant, le silence était pour elle une protection. Une couverture contre le bruit du monde. Désormais, il était devenu un espace d'apprentissage. Elle l'observait comme on observe une classe attentive, prête à recevoir une leçon discrète. Un après-midi, un étudiant s'approcha de son bureau. Il semblait hésitant, comme quelqu'un qui n'ose pas poser une question trop simple.
Madame, demanda Théil, pourquoi certains livres sont-ils interdits à l'emprunt? Guyet leva les yeux de son registre. Elle sourit doucement. Ils ne sont pas interdits, répondit-elle. Ils sont protégés. Il y a une différence essentielle entre empêcher et préserver. L'étudiant hocha la tête, pensif. Alors quand est-ce qu'on peut les lire? Quand on est prêt à ne pas les utiliser pour se donner raison, dit Guyet. Mais pour se poser des questions. L'étudiant la remercia et s'éloigna. Guyet nota intérieurement que le docteur Locke aurait aimé cette réponse. Et peut-être même souri. Chapitre XXXVI Les traces invisibles. Le professeur en revint la voir quelques semaines plus tard. Il semblait plus calme, presque joyeux, comme un scientifique qui accepte enfin que certaines équations ne soient pas faites pour être résolues, mais comprises. Le mur n'a plus réagi depuis, dit-il. Aucune anomalie. Les chronos ont disparu de nos radars. Ils n'ont pas disparu, corrigea Guyet. Ils ont appris à attendre. En sourit. Tu parles comme une philosophe maintenant. Non, répondit-elle. Comme une bibliothécaire expérimentée. Ils marchèrent ensemble dans les allées. On s'arrêta devant une vitrine où reposait une petite statue de lotus en bronze. Tu sais, dit-il, cette pièce attire toujours l'attention. Les gens demandent son origine. Et que réponds-tu? Demanda Guyet. Que c'est un objet éducatif, dit An. Il enseigne la patience. Guyet rit doucement. Elle se dit que BNG aurait aimé entendre cela. Chapitre 37 Une lettre qui n'existe pas. Un soir, en classant des archives personnelles, Guyet trouva une enveloppe sans date, sans timbre, sans nom d'expéditeur. Elle sut immédiatement qu'elle ne l'avait jamais reçue auparavant. Et pourtant, elle reconnut l'écriture. C'était celle de sa grand-mère. Ma chère Guyet, si tu lis ceci, cela signifie que tu as compris que le temps n'est pas une ligne droite, mais une bibliothèque mal rangée. Ne cherche pas à tout remettre en ordre. Cherche seulement à empêcher les incendies. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Le silence que tu aimes n'est pas une fuite. C'est un lieu de rencontre. Aime bien. Observe mieux. Et n'oublie jamais que la curiosité est une forme de bonté. Guyet ferma la lettre. Elle ne pleura pas. Elle sourit. Certaines larmes ne tombent pas. Elles s'installent. Chapitre XXVI L'amour comme discipline. Guyet pensa parfois à Bang. Pas comme on pense à une absence douloureuse, mais comme on pense à un livre qu'on a lu au bon moment. Elle savait qu'il avait vécu sa vie dans une autre époque, avec la responsabilité tranquille d'un gardien qui ne cherche pas la reconnaissance. Elle comprenait maintenant que leur lien n'avait pas besoin de promesses. Il avait eu sa fonction éducative. Il lui avait appris que l'amour pouvait exister sans possession, sans urgence, sans drame. Dans la bibliothèque, elle observait parfois de jeunes couples qui chuchotaient entre les rayonnages. Elle ne les réprimandait pas immédiatement. Elle attendait. Puis elle disait doucement. Ici, on parle bas. Pas parce que l'amour est interdit, mais parce qu'il mérite le respect. Il souriait, confus, et obéissait. Et Guyet se disait que la pédagogie la plus efficace était toujours celle qui respectait la dignité. Chapitre XXXX La porte qui ne s'ouvre plus. Le mur du sous-sol resta muet. Les années passèrent. La porte numéro 7 devint une anecdote dans l'esprit de Guyet, jamais un regret. Elle comprenait désormais que certaines portes ne sont pas faites pour être rouvertes. Leur fonction n'est pas le passage, mais la transformation. Quand un nouveau conservateur lui demanda un jour « Madame, est-il vrai qu'il y a un mur étrange dans les archives spéciales ?» Guyet répondit simplement « Il y a beaucoup de murs étranges ici. Mais ils font très bien leur travail. » Chapitre XL Le dernier cours. Le jour de sa retraite, Guyet rangea son bureau avec soin. Elle laissa peu de choses derrière elle. Quelques notes. Une tasse de thé. Un carnet vide.
Avant de partir, elle écrivit une dernière phrase sur le tableau de la salle de formation des jeunes archivistes. Protéger le savoir ne consiste pas à le cacher, mais à apprendre à le transmettre sans le déformer. Puis elle éteignit la lumière. En quittant la bibliothèque, elle se retourna une dernière fois. Le bâtiment semblait respirer calmement, comme un professeur après une longue carrière. Guyet sourit. Le temps avait été un excellent enseignant. Chapitre 1 Le secret de la 7e sonnerie. Guyet était une femme de silence, et elle chérissait ce silence. Elle aimait l'odeur du vieux papier, la poussière de bois et l'immobilité du temps fige au sein de la Bibliothèque nationale du Vietnam, où elle travaillait depuis 10 ans. À 32 ans, Guyet était à la fois bibliothécaire et archiviste, un métier qui exigeait de la méticulosité, une patience infinie et une quasi-immunité à l'agitation du monde extérieur. La vie de Guyet semblait encadrée par les règles immuables de la bibliothèque. Elle arrivait à 7h30, préparait une tasse de thé chaud et commençait sa journée par la vérification de la zone d'archives spéciale au sous-sol. Ce secteur, qui abritait les documents les plus précieux et les plus rares, était son domaine exclusif, protégé par un système de serrure mécanique et un code que seul Guyet et la directrice connaissaient. Dans cette zone d'archives spéciale se trouvait un mur qui ne cessait de la préoccuper. Il se dressait au bout d'un couloir étroit, faisant face au dépôt de cartes anciennes. En soi, le mur n'avait rien de remarquable, il était en béton gris, froid, parcouru de micro-fissures. Mais selon le plan d'architecte le plus ancien de la bibliothèque, que Guyet avait consulté des dizaines de fois, une fenêtre ou une ouverture d'aération aurait dû s'y trouver. Étrange, se répétait-elle. Quand l'ont-ils mur? Et pourquoi? La curiosité de Guyet n'était pas facile à éteindre. En cette fin d'après-midi d'octobre, alors que le soleil couchant projetait des teintes orange flamboyantes par l'une des hautes fenêtres, elle décida de rester. C'était un vendredi. La directrice était en voyage d'affaires et la plupart des employés étaient partis. Guyet sentait le silence envelopper la bibliothèque comme un épais rideau de velours, uniquement trouble par le bourdonnement des ventilateurs. Guyet était assise sur sa vieille chaise en bois, fixant le mur mystérieux. L'horloge de son téléphone affichait 18h45. Elle ouvrit son carnet, où elle avait consigne méticuleusement tout ce qui concernait le mur, la température ambiante, le taux d'humidité, et même la fréquence de la moindre vibration lorsque des camions passaient dans la rue. Tout était normal, sans intérêt. Elle but une gorgée de thé refroidi, dessus. Peut-être avait-elle romance un simple défaut de construction. C'est alors qu'une chose étrange se produisit. L'aiguille des minutes de la grande horloge à balancier de la salle de lecture principale commença à sonner lentement, signalant l'heure de fermeture. 19 heures. Dès que la dernière cloche, la 7e sonnerie, eut fini de résonner, le mur devant Guyet se mit à vibrer. Il ne s'agissait pas d'une vibration externe, mais d'un mouvement interne, comme si les molécules de béton se réarrangeaient. Guyet se leva brusquement, sa chaise basculant en arrière avec un fracas effrayant dans le silence assourdissant. Elle ignora le bruit. Ses yeux étaient fixes sur le mur. Une lumière jaune pâle et scintillante commença à s'infiltrer par les fissures. Le béton gris s'estompa rapidement, fondant comme la brume matinale. À sa place, un cadre de porte en chêne classique, peint d'une couleur mousse qui s'écaillait, apparut. Il n'y avait ni charnière ni poignée visible, seulement une petite plaque de laiton gravée du chiffre romain, 7. Guyet recula de 2 pas, son cœur battant si fort qu'elle entendait le sang circuler dans ses oreilles. Ce n'était pas un défaut de construction. C'était impossible. Elle se frotta les yeux. La porte était toujours là, solide, comme si elle l'avait attendue pendant toute cette décennie. Elle tendit la main et effleura la surface du bois. Froid et réel. Guyet tenta de rationaliser le phénomène. Une hallucination? De la fatigue? Un surmenage? Mais non, tous ces C étaient étrangement aiguises. Elle ressentait une énergie froide mais invitante émaner de la porte. Elle se baissa pour ramasser la chaise, s'efforçant de garder son calme et de se comporter comme une archiviste, aborder le problème de manière méthodique. Premièrement, elle vérifia l'heure.
19h02. La porte n'était apparue qu'après la 7e sonnerie. Deuxièmement, elle examina les environs. Pas d'interrupteur, pas de fil, aucun signe d'intervention physique. Troisièmement, elle étudia la porte. La peinture vert-de-gris portait la couleur et la texture du vieux chêne, peut-être centenaire. Nguyen chercha un loquet ou une poignée. Elle remarqua un petit detail, un cercle de bronze noir encastre dans le bois, à portée de main. Ce n'était pas une poignée, mais un trou de serrure, mais pas pour une clé ordinaire. Nguyen toucha le cercle. Il était glacial. Elle se souvint soudain d'un vieux badge qu'elle portait souvent sur sa veste de bibliothécaire. Ce badge était un cadeau de sa grand-mère, ancienne professeure d'histoire, représentant une fleur de lotus stylisée, faite de laiton ancien. Une forte intuition la poussa à agir. Elle détacha le badge, l'insérant avec précaution dans la fente du cercle de bronze noir. Clac! Un bruit mécanique et sec retentit. Le cercle de bronze noir pivota légèrement, et la plaque s'était mis une lueur vert vif. La porte ne s'ouvrit pas vers l'extérieur, mais tourna sur un axe invisible, comme si elle glissait dans le mur. Lorsqu'elle fut complètement ouverte, Nguyen ne vit pas un autre couloir. Au lieu de cela, elle vit une scène complètement différente. Une rue. Ce n'était pas le Hanoï moderne, bruyant de klaxons et de motos. C'était une rue pavée, bordée de vieilles maisons à l'architecture française. De faibles lumières jaunes provenant de lampadaires publics et de l'intérieur des fenêtres se déversaient sur la chaussée humide, rendant l'air brumeux. Les passants étaient rares, mais ils ne portaient pas de vêtements contemporains. Des hommes coiffes de feutre, vêtus de vestons et de pantalons amples. Des femmes en hao des traditionnels aux pans flottants dans le vent, ou des robes européennes d'une décennie révolue. L'odeur du charbon de bois, le parfum de la soupe PHO et l'odeur persistante de la bruine se mélangeaient. Plus important encore, Nguyen aperçut une automobile noire, un modèle de collection qu'elle n'avait vu que dans des livres d'images, garé au bord du trottoir. La plaque d'immatriculation portait une police et un symbole qui, elle en était certaine, n'existait plus. Elle entendit une voix venant de l'autre côté de la porte, « Patron, réunion ce soir encore. Ils veulent qu'on leur remette ce secteur d'ici demain matin. » On ne peut rien y faire, répondit une voix grave et fatiguée. Le vent tourne. Au moins, nous avons réussi à conserver ces livres. Nguyen reconnut les mots « réunion »,« remettre » et « le vent tourne ». Elle écarquilla les yeux, serrant le cadre de la porte. Elle était une archiviste et elle connaissait l'histoire de sa bibliothèque. Le jour du transfert de l'administration du secteur de Hanoï au nouveau gouvernement, après les accords de Genève. C'était 1954. Elle se tenait au seuil du temps. La porte numéro 7 ne menait pas à une salle au trésor ou à un passage secret, elle menait à un autre moment, un autre monde. Nguyen prit une profonde inspiration, sentant l'air froid et charge d'histoire lui pénétrer les poumons. À cet instant, tout ce qu'elle avait connu, le silence, la minutie, les règles immuables s'évanouit. Elle n'était plus qu'une femme curieuse devant la porte la plus extraordinaire de l'histoire. Elle regarda la rue. Un vendeur de journaux passa à vélo, sa cloche tintant. 19h03. Elle se demande, combien de temps cette porte allait-elle rester ouverte? Nguyen franchit le seuil d'un pied, sentant la brique humide sous la semelle de sa chaussure en cuir. Froid et légèrement glissant. Elle sortit l'autre pied, s'éloignant complètement de la bibliothèque silencieuse pour entrer dans la nuit de Hanoï de 1954. La première personne que Nguyen rencontra dans le pass était un homme. Il se tenait à l'ombre d'un auvent, fumant tranquillement, le col de sa veste remonte contre la légère bruine. La lumière d'un réverbère le découpait en silhouette, mais Nguyen pouvait distinguer un visage fatigue, aux traits fins, encadré par des cheveux qui commençaient à grisonner. Il portait un costume de coupe française qui, malgré son usure, suggérait une certaine dignité. Nguyen réalisa immédiatement la folie de sa situation. Elle portait son uniforme de travail moderne, un chemisier blanc impeccable, un pantalon noir bien coupe, des lunettes sans monture. Ses vêtements, bien que modestes, hurlaient la modernité, l'efficacité d'une époque que cet homme n'avait pas encore vécue.
Elle fit l'effort surhumain de se calmer, mobilisant son instinct de bibliothécaire face à une situation de crisis. Les archivistes sont doués pour l'improvisation et la création d'une réalité à partir de fragments épars. « Excusez-moi, monsieur, dit Nguillet, sa voix tremblante mais audible. » Elle choisit délibérément un ton bas, hésitant, comme celui d'une personne perdue. « Je cherche l'allée Fudoan. On m'a dit que c'était par ici, mais il fait si sombre. » L'homme plissa les yeux et s'approcha, sa cigarette accrochée à ses lèvres. Il la regarda de haut en bas, notant la coupe de ses vêtements, le tissu étrangement lisse. Sa confusion était palpable. « Fudoan? Non, mademoiselle. Vous êtes sur la rue Nguyen-Du. C'est l'ancien institut français, là où l'on garde les documents. Les livres. Et cette heure, pour chercher Fudoan? Ce n'est pas un endroit pour une dame seule.